Bonjour professeur. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions sur la D'accord, vous psychosomatique. pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui. Alors, l'usage du terme psychosomatique suscite beaucoup de problèmes aujourd'hui dans les cabinets médicaux. Parce que beaucoup de médecins l'utilisent à la place du bon vieux sévonnaire quand ils n'arrivent plus à cerner un problème. Et d'autres médecins s'en moquent complètement et le refusent. D'accord. Que peut-on donc dire de ces deux types de médecins? Qu'est-ce que je peux dire de ces deux types de médecins? Bien, je pense vous avoir répondu déjà. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, Vous voulez entendre? il faut juste... Alors, montrer. les deux types, rappelez-moi. Le premier type, c'est le médecin qui... C'est celui qui utilise ce mot directement à la place de dire au patient qu'il y a un problème de nerf. Et l'autre type, c'est vraiment ceux qui la refusent complètement et qui s'en moquent même du terme psychosomatique. D'accord. Écoutez, bon, il y a... En général, dans les facultés de médecine, on n'enseigne que la médecine du corps. Donc les médecins sont fortement démunis face à des patients où la dimension psychologique apparaît dans la relation et dans les symptômes, mais ils n'ont absolument pas d'approche clinique qui leur permettrait de comprendre toutes les dimensions d'un patient. Ils ne peuvent interpréter que les symptômes du corps, c'est ce qu'on leur apprend, la médecine somatique. D'accord. Donc, certains médecins se limitent à cela. D'accord. Certains médecins se limitent à cela parce qu'en définitive, bon, ils ne peuvent pas aider le patient ou la patiente. Les autres médecins, ils savent que quelque chose se passe. Ils n'interrogent pas beaucoup les patients parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps en réalité. C'est une dizaine de minutes par patient, maximum 15 minutes. Donc ils n'ont pas beaucoup de temps, ils doivent gagner leur vie. Lorsqu'apparaît la dimension psychique, la dimension psychologique, à ce moment-là, leur attitude c'est « bon, c'est dans la tête ». D'accord. C'est dans la tête et par conséquent, ils réfèrent les patients à des psychiatres ou à des thérapeutes en pensant que le psychiatre ou le psychothérapeute va résoudre mieux aider le patient ou la patiente. Mais au fond, ce sont les limites de la médecine. Ce sont les limites de la médecine qui ne comprend pas, qui aborde les êtres humains uniquement sous l'angle corporel, en pensant, en supposant que la totalité des symptômes sera explicable à partir du corps. D'accord. Voilà. Donc, c'est l'attitude des médecins en général maintenant. Et à votre avis, pourquoi en parle-t-on autant ces dernières années? Oh, on a toujours parlé de psychosomatique. On a toujours parlé différemment, mais on en a toujours parlé. Moi, je pense que, en tout cas, les dernières années en France, si on en parle, c'est parce que les patients ne sont pas satisfaits des relations avec les médecins. D'accord. Comme ils ne sont pas satisfaits, que les médecins ne répondent pas à leurs questions, parce que beaucoup de patients vont sur le web, se renseignent, et que les médecins ne répondent pas à toutes les questions, à ce moment-là, les patients français et françaises se réfèrent à d'autres médecines, à des médecines alternatives. D'accord. Alternatives, donc, qui font plus de place à la dimension psychologique. Qui font plus de place. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, qu'on parle avec plus de force, de psychosomatique. Mais ce n'est pas de la psychosomatique. Ce n'est pas de la psychosomatique, c'est une approche, disons, psychologique de certains symptômes corporels, somatiques. Avec des théories il parle des mots du corps. Les mots du corps, M-A-U-X, et les mots M-O-T-S du corps. Donc, si vous voulez, ils essayent, mais ça devient purement conceptuel, verbal. Il n'y a pas d'explication. On ne comprend pas ce qui se passe.
D'accord. Et donc, si on dit aujourd'hui que la maladie psychosomatique est une vraie maladie, quand peut-on donc parler des malades imaginaires? Quand peut-on parler des malades imaginaires, sachant que la psychosomatique est... Bien, pour moi, il n'y a pas de maladie imaginaire. Ok. Il n'y a pas de maladie imaginaire parce que j'ai posé pour principe que l'être humain est une unité psychosomatique. Ok. Parce que dans le lointain passé, un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ a proposé qu'il y ait un clivage, une séparation entre l'esprit et le corps. D'accord. Et donc c'est ça qui a donné naissance à la médecine occidentale somatique, allopathique. Okay. Et plus tard, après, grâce à Sigmund Freud, il y a eu une approche avec un modèle de fonctionnement psychique. Et les psychanalystes, à ce moment-là, se sont emparés même du champ de la psychosomatique, en prétendant expliquer avec des concepts psychanalytiques les maladies somatiques. Or, les maladies somatiques sont définies par la médecine. Donc, il y a une limite conceptuelle. Une limite conceptuelle, voilà. Il y a un trouble qu'on appelle hypocondrie. Oui, c'est bien, c'est quand quelqu'un alors on peut dire, bon, c'est imaginaire, c'est-à-dire ce sont des êtres humains qui ressentent dans leur corps des manifestations et ils font une sorte de nomadisme médical, ils vont de médecin en médecin pour que le médecin leur dise de quelle maladie ils souffrent. Et le médecin ne trouve rien. Donc à ce moment-là, il peut qualifier la maladie d'imaginaire. Seulement, moi, je mets toujours en garde aussi bien les médecins que les thérapeutes en leur disant, au départ, ce qui se passe, c'est qu'un être humain est confronté à des événements de sa vie plus ou moins importants. Ces événements, lorsqu'ils ne sont pas mentalisés, lorsqu'ils ne sont pas repris par le système psychique, se déchargent au niveau du corps. Ok, oui. Mais sans créer de maladie au départ. Ça crée uniquement des excitations de certains organes. Ça peut être musculo-squelettique, ça peut être des migraines, ça peut être des troubles de colopathie, des troubles, des brûlures d'estomac, des choses pareilles, qui ne sont pas des maladies c'est juste, en tant que telles. Ce sont des symptômes. Sont des symptômes. Et je donne toujours l'exemple d'un de mes patients. Quand j'ai publié mon premier livre de psychosomatique, qui m'a dit, je lui ai demandé, mais pourquoi vous venez me voir? Ils m'ont dit, parce que vous êtes un psychosomaticien et que tous les médecins que je consulte depuis plus de 6 ans me disent que mes maladies sont psychosomatiques. Donc, c'est-à-dire imaginaires. Pour les médecins. Et moi, je me méfie toujours de cela. Je lui ai dit, écoutez, puisque vous êtes à l'hôpital avec moi, on va vous faire toutes les analyses médicales à partir de tous vos symptômes. Donc, je l'ai envoyé dans 3 services. Et dans le service de gastro-entérologie, le professeur m'appelle en me disant, 24 heures plus tard seulement, le patient que vous m'avez envoyé a un cancer colorectal. Donc, ça veut dire que pendant de très nombreuses années, il n'y a eu que des symptômes. Exactement, oui. Oui, je vois, je comprends. Mais il n'y a pas eu de trouble quelconque. Seulement, la maladie, c'était le temps de latence de la maladie. Et le cancer est apparu. Donc, il a fallu opérer. Donc, ça veut dire que je me méfie beaucoup quand un médecin dit c'est imaginaire. Parce qu'on ne peut pas savoir à quel type de trouble on a affaire et combien de temps ça met entre le moment où on le détecte et le moment où ça apparaît. Par exemple, j'ai beaucoup de patients de cancer du sein. Certaines femmes ont des capacités que les hommes n'ont pas. C'est-à-dire, elles sentent ce qui se passe dans leur corps. Donc, le cerveau, il détecte toute modification qui survient. Donc, il envoie immédiatement un message. Seulement, les humains ne sont pas capables de détecter les messages du cerveau. Donc, les patientes, souvent me disent, j'ai senti quelque chose dans mon sein. J'ai été voir ma gynécologue, elle m'a dit, vous n'avez rien.
2 ans plus tard, cancer du sein apparaît. Donc ça veut dire que le cerveau détecte en réalité la naissance de la maladie, mais jusqu'à présent, si vous voulez, en neurosciences, on n'a pas été capable de parler avec le cerveau, de savoir comment le cerveau nous informait de ce qui se passe dans le corps, puisque c'est lui qui gère le corps. Donc, si vous voulez, on doit... Voilà, par exemple, avec le cancer du sein, le gynécologue dit, il n'y a pas de cancer. Alors que ça arrive. Ce qui est faux. C'est-à-dire, elle aurait dû dire, on va vous examiner, on va faire tout notre possible pour voir si on ne peut pas détecter quelque chose. C'est ce qu'aurait dû faire le médecin. Le médecin ne l'a pas fait. Il a renvoyé à... elle s'inquiète pour rien. Oui, c'est grave quand même. Vous voyez? Oui. Donc, c'est le problème, je vous dis, des lacunes de formation médicale. Oui. Ils n'ont pas suffisamment de connaissances dans la relation entre l'esprit et le corps. Tout vient de là. Hein. Tout vient de là. D'accord. Et pourquoi certaines personnes tombent malades et d'autres non? Alors, si vous voulez, bon, en psychosomatique intégrative ou en psychosomatique en général, on se réfère, enfin, surtout au système psychique, parce que le système psychique est un système de défense, comme le système immunitaire. Si le système psychique s'est bien constitué, les défenses mentales, ils se constituent au terme d'une vingtaine d'années quand même, les défenses mentales sont solides. Donc la personne est capable de faire face aux problèmes de sa vie et aux problèmes en général, si vous voulez. Bon. Mais ça peut être assez grave, souvent. Ça, c'est pour les personnes dont les défenses mentales sont solides. Maintenant, quand le système psychique ne s'est pas totalement constitué, qu'il y a des grandes fragilités, à ce moment-là, les excitations se transmettent au système nerveux central. Et le système nerveux central, il active un certain nombre de fonctions somatiques. Et au terme d'un temps de latence, il y a apparition des maladies. Mais même pour les gens bien structurés psychiquement, on n'est pas à l'abri. On n'est pas du tout à l'abri. Et je me rappelle très bien à l'Institut Pierre Marty, que j'ai présidé, à l'Institut psychosomatique, les psys avaient développé la croyance, c'est une croyance, que les êtres humains bien mentalisés ne tombaient pas malades. Et j'ai fait des études, si vous voulez, sur un certain nombre de patients bien mentalisés, mal mentalisés, etc., etc. Et ils tombent moins malades que les autres, mais ils tombent malades aussi. Qu'est-ce qui diffère votre approche dans la psychanalyse des autres méthodes classiques? Si vous voulez, au tout début, j'ai repris le travail de Freud. C'était au tout début. Et puis, la pratique psychanalytique s'est centrée sur uniquement la dernière phase de développement humain, c'est-à-dire la phase génitale. Et l'observation des patients. Donc, j'étais armé uniquement de ce modèle. L'observation des patients à la Pitié-Salpêtrière, il y a 25 ans. J'ai vu plusieurs milliers de patients dans toutes les pathologies, m'a progressivement sensibilisé au fait que cette théorie n'expliquait rien. Ni la théorie de Freud, ni celle de Pierre Marty, parce que, avec des concepts psychanalytiques, leur finalité n'est pas d'expliquer une maladie physiologique. Mais j'ai mis longtemps pour comprendre cela. Et puis après, si vous voulez, en se concentrant sur les patients, leur histoire de vie, la constitution de leur appareil mental, j'ai compris qu'il y avait énormément de lacunes. De lacunes, des carences des premiers temps de la vie, et ce qu'on appelle la phase archaïque de développement. Donc je suis revenu et j'ai développé un modèle qui commence avec la grossesse et qui s'achève avec la phase génitale de Freud. Vous voyez? Mais il y a 3, 4, 5 ou 6 phases avant d'arriver avant la phase génitale. Et donc,
c'est le défaut des premiers temps de la vie, dans les phases archaïques et prégénitales du développement, que l'on peut s'apercevoir à ce moment-là soit d'une fragilité de l'appareil mental, soit d'une non-constitution de cet appareil, et par conséquent la personne est totalement démunie. Okay. Les défenses mentales n'existant pas, il n'y a que les défenses immunitaires. Voilà, oui. Et bon, les défenses immunitaires, elles sont costauds, mais pas toujours. Ça résiste quelque temps. D'accord. Donc, si les défenses mentales ne soutiennent pas les défenses immunitaires et vice-versa, les deux systèmes sont mis en défaut. Ok. Voilà, c'était D'accord. C'était pour ça que j'ai élaboré progressivement un nouveau modèle. Hein. J'appelle ça métapsychosomatique, etc., mais pas métapsychologique. D'accord. Métapsychologique, c'est le modèle de Freud. Ok. Vous voyez ? Et pour moi, par exemple, aussi, Freud se centre sur les processus de développement et de maturation psychosexuelle, mais il se centre que sur l'alimentation. Mais ce qui est premier chez un humain, ce n'est pas l'alimentation. Ce n'est pas du tout l'alimentation, c'est la sensorialité. Okay. Et donc, c'est la sensorialité et la motricité. L'alimentation vient, bien entendu, mais en troisième position. Okay. Ce qui est premier, c'est voir, entendre, toucher, la dimension olfactive, le bébé, il sent l'odeur de sa mère, etc. Et l'alimentation vient après, en complément, et se développe. Mais il y a tout un ensemble préalable auquel les psychanalystes n'ont absolument pas prêté attention. D'accord. Pas du tout. Parce que, si vous voulez, ils n'ont pas pris en considération les neurosciences, le système nerveux central. Or, quand un humain grandit, est né, c'est le système nerveux central qui est à l'œuvre. Sans le système, il n'y aurait pas de vie. Oui, c'est vrai. Il n'y aurait pas de vie. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour l'entretien. Je vous en prie.